Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews autour des thèmes environnement, culture et droits humains. Une large coalition d'associations, de syndicats, d'ONG et de collectifs veulent mettre la question du service public au cœur des élections municipales. Pour cela, ils ont lancé une campagne en 14 exigences intitulée « Pour les services locaux », initiée par le collectif Nos services publics. Que ce soit pour le bus qui passe, les repas sains à la cantine, le centre social du quartier, les espaces verts, le logement abordable, la bibliothèque municipale et bien d'autres sujets, ils souhaitent réaffirmer que sur l'ensemble de ces sujets, les élus locaux font des choix. Nos candidates et candidats soutiennent-ils une vision ambitieuse des services publics locaux ? Sont-ils prêts à s'engager concrètement pour les défendre en tant qu'exécutifs locaux comme en tant que porte-parole ? Ce sont les questions qui sont posées par cette campagne. Pour nous en parler de cette campagne, je reçois Margot Aldebert, secrétaire générale du collectif Nos services publics, et Maëva Tisserand, qui est bénévole et qui est fortement impliquée aussi dans la campagne. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, parce qu'on va surtout parler de la campagne évidemment, mais pour commencer, j'aimerais que vous nous présentiez en quelques mots ce collectif Nos services publics qui est à l'initiative de cette campagne. Oui, alors je peux peut-être commencer, Maëva, tu complètes. Le collectif Nos services publics, du coup, nous, on a un collectif qui a 5 ans maintenant. On est un collectif d'agents publics, mais aussi d'usagers, usagères engagés pour les services publics. Et en fait, nous, on s'est construit autour de l'idée il y a 5 ans, en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent public, on constatait qu'il y avait une forte perte de sens des fois dans nos métiers. Perte de sens qui se voit aussi côté usager, usagère, où on comprend de moins en moins, on se reconnaît de moins en moins dans nos services publics, et que c'était souvent vécu comme quelque chose d'assez individuel et voire un échec professionnel, alors qu'en fait, il y avait des facteurs, il y avait des raisons structurelles à cette perte de sens et à cette situation, et que du coup, il y avait besoin en fait de comprendre ce qui se passait des évolutions de la fonction publique pour pouvoir défendre les services publics. Et donc, on a un peu 3 rôles. On essaie d'avoir 3 rôles. C'est d'abord d'éclairer de l'intérieur les dysfonctionnements, justement, essayer de comprendre ce qui se passe et de l'expliquer en fait, avec cette plus-value qui est que nous, on travaille dans les services publics et donc on voit ce qui se passe de l'intérieur. Participer à renouveler le discours autour des services publics pour pouvoir porter un projet de société avec des services publics plus forts, plus ambitieux pour demain, et faire du collectif en tant qu'agent public, faire du collectif entre les agents publics et les usagers usagères, réconcilier un peu, puisque le délitement des services publics crée aussi des tensions entre, par exemple, usagers usagères et agents publics. Donc c'est refaire du collectif, recréer des liens et renforcer aussi une large coalition du coup autour de la défense des services publics, en mettant autour de la table aussi des associations, des syndicats, des ONG, des collectifs qui ont des combats et des luttes qui peuvent être différentes et variées, des thématiques aussi qui peuvent être différentes et variées, mais qui en fait ont toutes besoin de services publics pour voilà, en gros. D'accord. Et j'ai vu que vous produisiez des rapports qui ont visiblement alors je ne sais pas quel impact, mais en tout cas une crédibilité, qui sont relayés par nos plus grands médias nationaux sur l'état des services publics. Ça, c'est un travail annuel et un travail de veille, en fait. C'est peut-être sur ça, la force du collectif, c'est, comme le disait Margot, d'être agent public donc de l'intérieur et de reposer sur la volonté d'avoir de l'éducation populaire et donc d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur des services publics, au-delà d'en décrypter les enjeux. Et les rapports qu'on peut sortir, qui sont, oui, annuels, sont pris sous un prisme pour l'analyser autour de ce prisme-là. Donc le dernier en date, c'est sur les inégalités territoriales. Et donc le rapport, alors c'est une méthodologie qu'on définit collectivement, et c'est ce qui fait la force de ces rapports, c'est que ça soit aussi du collectif et pas une analyse individuelle qui est produite et qui s'inscrit dans des démarches interdisciplinaires, en tout cas pluridisciplinaires, parce qu'on va mobiliser des éléments juridiques, des éléments quantitatifs et qualitatifs. On s'appuie sur de la statistique publique pour les produire aussi, et on va essayer de détricoter un peu l'état
à un instant T du service public par rapport à la thématique qui va nous intéresser, une thématique transverse. Donc en l'occurrence, pour 2025, c'était le rapport par rapport au territoire. Est-ce qu'en fait, on est traité de la même manière par les services publics, peu importe là où on vit? C'était un peu la question qu'on s'est posée quand on l'a rédigé. Mhm. Et peut-être en complément aussi, mais ce que je disais sur la démarche pluridisciplinaire, ce que disait Maëva, c'est en fait on cherche toujours dans nos productions et dans nos notes à croiser les regards et donc et à croiser les savoirs et du coup en fait à la fois dans le rapport sur l'état des services publics qui du coup a sa 3e édition, mais aussi dans nos autres productions, on croise des regards d'administratifs, de chercheurs-chercheuses et aussi d'activistes, de militants, de syndicalistes. Et c'est par en fait ce croisement aussi des regards qu'on arrive et d'usagers, usagères par ailleurs, qu'on arrive à montrer aussi quelque chose de nouveau, en tout cas, ou à accès à changer un peu le prisme par lesquels peuvent être pris habituellement ces questions. Oui, et là, il y a aussi tout un travail de terrain, en fait, et de lien, si j'ai bien compris, parce que vous êtes aussi à l'initiative du Printemps des services publics. Peut-être on peut en dire quelques mots avant de rentrer plus dans la campagne. Oui, bah alors c'est un peu en fait, structurellement, depuis 5 ans, on a développé 2 activités phares qui est, à l'automne souvent, la sortie du rapport sur l'état des services publics et au printemps, le festival du printemps des services publics. Donc le festival du printemps des services publics, en fait, c'est un peu l'idée, on se dit que souvent c'est une période alors, cette année avec les municipales, ça ne sera pas le cas et l'année prochaine non plus, avec les élections présidentielles, mais souvent le printemps, c'est un peu un temps, qui peut être, un peu plus creux en termes d'actualité. Et donc, on se dit qu'on profite de cette séquence pour essayer de faire parler de services publics un peu partout sur le territoire et de faire émerger des initiatives et effectivement en créant du lien, en faisant se rencontrer les gens, en faisant que les gens discutent ensemble, etc. Donc créer des événements où on peut se rencontrer, des événements où on peut faire la fête ensemble aussi, et célébrer les services publics. Et c'est aussi du coup soutenir les espaces et les luttes qui peuvent y avoir sur les services publics. Donc typiquement l'année dernière, par exemple, dans le Calvados, à Béni-Bocage, il y avait une lutte pour sauver un bureau de poste qui était le dernier service public encore dans ce Localité. village. Oui. Ouais, dans cette localité. Et donc, par exemple, on a organisé une délégation du Printemps des services publics. On est allé à Béni-Bocage, on a participé à l'activité de mobilisation et on a permis aussi qu'il y ait un relais presse plus important, une visibilité plus forte sur leur mobilisation. Et donc, ce printemps, il est co-construit en fait avec l'ensemble de nos partenaires. Et donc, cette coalition qu'on essaie de faire vivre et de créer, qui est à la fois du coup national, c'est des organisations au niveau national qui décidons ensemble de construire des batailles, de faire converger nos combats et nos mots d'ordre, et aussi du coup local, en essayant de créer du lien au niveau local et de créer des initiatives et voilà, et on essaie de créer en fait un peu des effets boule de neige pour faire parler des services publics un peu à tous les niveaux. Et est-ce qu'on a une idée au niveau du grand public, des citoyens, de combien de personnes participent ? Alors j'ai plus les chiffres exactement, mais on sait qu'il y a plusieurs milliers de citoyens qui participent sur l'ensemble des initiatives Oui. pendant le printemps. Et typiquement, par exemple, Béni-Bocage, on était 600 à manifester, je crois de mémoire. Si on est sur les gros événements, il y avait une semaine autour de Tours organisée par un de nos partenaires Convergence Service Public dans le printemps, où je pense que sur la semaine, il y a eu 300 personnes qui ont dû participer aux différentes initiatives. Et nous, on portait une grande fête du printemps des services publics à Paris, dans le 19e, où pareil, on était à peu près 300, donc typiquement sur 3 éléments, sur 3 événements. Euh, et après, il y avait des débats, plus ou moins, des débats, des stands, des villages associatifs, enfin, voilà, des ciné-débats, enfin voilà, tout un type, une pluralité d'initiatives de tailles différentes pendant 3 mois sur tout le territoire. J'allais juste revenir sur la question du printemps du service public. Je crois que ce qui est intéressant aussi et qui s'est particulièrement vu cette année, c'est qu'on a essayé de rendre festif cette mobilisation pour les services publics, alors que c'est souvent des thématiques qui sont
qui sont un peu moroses, c'est-à-dire que quand on a de la disparition de cliniques ou de maternités, enfin surtout de maternités ou d'hôpitaux publics, de la fermeture de lits, enfin on est quand même sur des annonces vis-à-vis du service public et des attaques qui sont pas forcément de très bonnes nouvelles. Et je pense qu'une des forces du collectif, je crois, en tout cas dans les principes qui guident aussi la mise en place du printemps des services publics, c'est de rendre ces batailles et ces combats, d'en faire quelque chose de positif pour pouvoir mobiliser aussi les gens et que ce soit pas que des mauvaises nouvelles d'attaque du service public, mais que de montrer que ces luttes, elles peuvent s'inscrire dans des mouvements festifs et joyeux et que c'est pas négatif. Oui, en complément de ce que disait Maëva, parce que c'est vrai, mais c'est l'idée de dire que, enfin, en fait, on a besoin de faire la fête et de joie aussi dans nos batailles, quoi. Et oui, une énergie constructive, quoi. Ça, c'est vrai que ça fait du bien. Et puis, ça peut répondre aussi à, parce qu'en tant que citoyen, on se sent quand même très démuni par rapport à, on le voit bien que nos services publics, que ça ne cesse de décliner depuis plusieurs années. On le voit, on y est confronté quelquefois de plein fouet dans les hôpitaux quand on s'y rend ou qu'on a des proches qui sont et que l'on voit l'état de la dégradation. Quel espoir, en fait, le collectif peut apporter, parce que si les gens rejoignent le collectif ou souhaitent soutenir, en fait, quels sont les objectifs auxquels vous pouvez répondre ? Je pense qu'il y a déjà un objectif de pas se sentir démunis face aux attaques que peuvent subir les services publics, dont en tant qu'usagers, mais aussi en tant que du coup nos outils de travail se font attaquer régulièrement. Donc je pense qu'il y a déjà de retrouver du sens à ce qu'on fait, de trouver des outils pour nous permettre d'agir et en interne et en externe. C'est-à-dire que par exemple le collectif a déjà été amené à produire des notes, des formations et des éléments sur les questions de devoir de réserve, de devoir de neutralité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, en tant qu'agent public, c'est déjà des ressources où parfois auxquelles on n'a pas forcément accès, ou en tout cas peut-être pas de façon aussi explicite que ce que peut mettre à disposition le collectif. Et puis en externe, c'est en venant justement interpeller, produire du plaidoyer, se rendre dans des événements avec une forte notoriété pour porter ce message de service public qui est en fait un peu un angle mort, c'est-à-dire qu'on en parle sans en parler, en réalité. On va parler de la défense des hôpitaux, on va parler de la défense de l'école, de l'augmentation des enseignants, dans l'éducation nationale, mais tout ça, en fait, c'est du service public et je pense que c'est la force du collectif où on vient trouver du sens à qu'est-ce qu'un service public, en fait. On remet un projet de société et peut-être juste aussi, en fait, tout bêtement, et c'est un de nos axes sur lequel, enfin, c'est une des choses qu'on travaille le plus, en complément un peu à ce qu'on peut dire sur le printemps, sur la campagne qu'on fait actuellement, sur la façon dont on écrit nos notes et nos rapports, c'est que les services publics, c'est la socialisation des moyens pour répondre aux besoins. Et donc, en fait, c'est le collectif. Et le collectif de nos services publics, bah, c'est un endroit où on peut rencontrer des gens, partager, se rendre compte qu'on n'est pas seul, mais qu'on est plusieurs. Et en fait, refaire ensemble, retrouver du pouvoir d'agir en étant ensemble. Et donc, en fait, c'est un peu aussi l'essence des services publics. Alors, comment est née l'idée de cette campagne pour les services locaux ? Elle est née déjà du fait qu'il y avait une séquence que les municipales arrivaient et qu'en fait, en complément encore de ce qu'a dit Maëva juste avant, mais effectivement, souvent, on va parler en fait d'un service, de l'éducation, de l'hôpital qui va mal. On va les bureaux de poste qui disparaissent, les postes qui disparaissent, les maternités de proximité qui disparaissent, des crèches où il n'y a pas assez de place, etc., sans forcément en fait cibler que c'est des services publics, que ça répond en fait à des logiques qui sont communes, que c'est structurant, enfin qu'en fait ce qui se passe est structurel et structurant. Et en fait les services publics en tant que tels, ils sont souvent en fait pas dans les débats. Et donc nous, une des choses qu'on essaye, et je pense que par ailleurs quelque part sur lesquels on a un peu prise et qui progresse depuis qu'on s'est créé, c'est justement faire en sorte que les services publics, en tant que projet de société, dans une vision globale et transversale, soient portés dans le débat public. Et donc, notre idée initiale, c'était en fait surtout aussi de faire que ce soit le cas dans ces municipales et que les services publics ne passent pas à l'os de nouveau. Ça
sachant que le recul sur les territoires des services publics de proximité, c'est quand même quelque chose qui a des conséquences vraiment importantes. En fait, ça fait le terreau quand même de la montée de l'extrême droite parce que ça participe à une perte de lien social, ça participe à un sentiment de déclassement, ça participe à un repli sur soi et puis surtout, ça participe à favoriser les inégalités sociales de façon extrêmement importante. Et donc, c'est pour ça que ça nous semblait, dans une période où en parallèle, il y a quand même une vraie montée de l'extrême droite, important que notre vision des services publics solidaires, accessibles pour toutes et tous, égalitaire, soit portée de façon forte dans ce débat des municipales pour pas se faire confisquer le sujet des services publics au moment des municipales. D'accord. Et donc, qu'est-ce que c'est cette campagne? Concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Parce que donc les élections, je crois que ça doit être le 15 et 22 mars prochain. Et surtout, est-ce que c'est pas déjà un peu tard parce que les programmes sont déjà faits encore? Donc, qu'est-ce qu'il est encore possible de faire bouger comme ligne? Et qu'est-ce que vous proposez avant qu'on entre en détail dans les 14 engagements? Je crois qu'une des ambitions de cette campagne, c'est à la fois que, certes, les candidats et les candidates s'en saisissent, c'est-à-dire, inscrivent leurs exigences dans les programmes. Des programmes, ça peut évoluer dans un sens comme dans un autre, et on le voit, tous les jours. C'est-à-dire que oui, les bases programmatiques sont certainement, déjà écrites, mais voilà, on voit encore des candidats et candidates émerger sur certains territoires. Donc voilà, on n'a pas toutes les déclarations, je crois, qui ont été faites. Donc il y a encore la possibilité de se saisir ou d'ajouter ces exigences-là dans les programmes si ce n'est pas déjà le cas. Et une des deuxièmes ambitions, et je pense que c'est aussi tout aussi important, c'est qu'en fait les citoyens et les citoyennes qui vivent au quotidien leur territoire puissent interpeller leurs candidats et leurs candidates et se saisissent de ces exigences en allant voir les candidats et les candidates dans les différents temps de rencontre, les réunions publiques, les déplacements, etc. Et interpellent leurs candidats et leurs candidates sur pourquoi ça y est, qu'est-ce qu'il y a derrière, ou au contraire, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces exigences au sein des programmes, et que aussi les citoyens et les citoyennes comprennent, en tout cas, se saisissent des différentes compétences. La campagne, elle est aussi bien sur, les municipales en tant que telles, que sur toutes les élections dont dépendent les municipales. Donc, les élections au conseil métropolitain, par exemple, ou aux communautés de communes, qui ont aussi des compétences, sur la vie quotidienne et sur les services publics. Et donc avec cet enjeu de «décrypter» entre guillemets, heu quelles compétences, et quels services publics dépendent de quelle échelle territoriale, et de quels services on va utiliser au quotidien, ça dépend, et que du coup la population puisse justement se saisir de ces exigences pour, décrypter, comprendre, analyser les programmes, notamment dans les outils de la campagne, il y a une grille d'analyse des programmes qui a été faite pour qu'en fait le citoyen, citoyenne qui souhaite s'interroger via le prisme des services publics puisse le faire en prenant les programmes et ne se retrouve pas, j'ai un peu envie de dire, seul face aux professions de foi sans pouvoir, comprendre tous les enjeux qui vont avec, cette élection municipale. Ouais. Et du coup, vraiment, je pense qu'il faut l'avoir vraiment comme une campagne de mobilisation citoyenne avant tout pour interpeller les candidats et pour faire qu'ils s'engagent sur les services publics. On leur propose en fait de signer les 14 exigences aux listes candidates. Et c'est aussi parce que on veut sortir d'une vision un peu gestionnaire des fois de la politique municipale et du rôle des élus locaux, en rappelant que c'est éminemment politique et que leur rôle il s'étend bien au-delà en fait des frontières de leur commune. Il y a ce que Maëva vient de dire sur, il y a plusieurs échelons en fait. Le bloc communal c'est plusieurs échelons, mais c'est aussi les élus locaux et notamment les maires. Ils ont aussi un rôle en fait de plaidoyer au niveau national. Leur voix elle a un écho au niveau national. Déjà, c'est les grands électeurs et les grandes électrices pour les sénatoriales. C'est aussi les personnes qui donnent signature pour les candidates à la présidentielle. Et en fait, un maire, quand sur son territoire, s'il défend la fermeture, il soutient en tout cas la fermeture d'une gare, ou s'il se bat contre la fermeture de la gare, ça n'aura pas les mêmes conséquences. Et donc c'est aussi un des enjeux, c'est en fait de rappeler l'étendue du pouvoir des élus locaux et le rôle éminemment politique en fait de ces élus aux citoyennes pour qu'ils puissent faire pression pour que les services publics locaux ne soient pas oubliés. Très bien.
Et donc les 14 engagements dont nous allons parler maintenant, ils ont été élaborés comment en fait? On a travaillé sur 14 thématiques, du coup forcément, il y a 14 exigences. Donc il y a logement, aménagement du territoire, culture, sport, éducation, lutte contre les discriminations, aussi collectivité employeuse, parce qu'on reste quand même un collectif d'agents publics initialement. Voilà, j'ai plus tout exactement. Transition écologique. Voilà, enfin, on a essayé de brasser un peu le plus largement possible l'ensemble des politiques publiques locales et des compétences. Et donc, ce que disait Maëva, c'est on a d'abord travaillé en fait au sein du collectif par petits groupes d'écriture en fonction des thématiques par des personnes qui avaient une expertise parce que travaillaient dans le domaine de ces thématiques et un intérêt. Puis on travaille en fait avec une large coalition. On était une bonne vingtaine d'organisations en fait à écrire, à participer à l'élaboration de cette campagne. On peut peut-être donc, en citer, si tu veux nous en citer quelques-unes justement, quelques... En totalité, il y a 24 organisations qui ont signé les exigences actuellement. Oui. Dedans, il y a Médecins du Monde, Oxfam France, la FSU et Solidaire. Il y a aussi le Syndéac, donc c'est un syndicat des salles du spectacle vivant. On a aussi ATD Carmonde comme ONG, ATTAC, l'association ATTAC, la fédération des offices des OPH, des offices publics pour l'habitat, qui a participé à l'élaboration et signé du coup l'engagement sur le logement. On a aussi Anticor sur les questions de transparence, qui ont participé à l'élaboration et qui ont signé du coup l'engagement transparence. On a la Confédération nationale du logement, donc syndicat de locataires aussi dans la campagne. Là, je sais pas, Maëva, si t'en vois d'autres que j'ai oubliés. J'en ai forcément oublié, puisqu'on en a 24. On a la Ligue des droits de l'homme, l'Union pour la gratuité des transports, le syndicat des avocats de France, mais je crois que tu l'as évoqué. On a Sudrail aussi, oublié. On a Sudrail, ouais. Bon, c'est déjà pas mal. Si on en a oublié, enfin pour les personnes qui souhaitent avoir la liste en détail, de toute façon, moi je vais mettre dans le descriptif du podcast les liens vers les deux sites, celui du collectif Nos Services Publics et celui de la campagne. Donc ces 14 engagements que j'aimerais que vous nous détailliez maintenant. Moi je trouve ça intéressant parce que ça nous montre bien qu'en fait, il y a un tas de problématiques auxquelles on peut être confronté dans la vie quotidienne. Alors là, je parle pour les citoyens et qui en fait sont, nous semblent, enfin on ne sait même pas trop où ça se joue en fait. Et puis on se retrouve confronté à des choses qui fonctionnent mal et on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi ça fonctionne mal. On a l'impression d'un truc assez opaque en fait et sur lequel on est complètement impuissant, et même impuissant au niveau de décrypter, de pouvoir nommer vraiment les domaines, les sujets. Et déjà, les 14 engagements, je trouve que ça donne des idées, ça reclarifie, ça aide à dissiper le brouillard que l'on peut avoir un peu sur tous ces sujets. Alors, on va commencer avec le premier engagement, donc pour un logement accessible pour toutes et tous. Alors, en quoi consiste ce premier engagement? C'est-à-dire, ça concerne quelle problématique et qu'est-ce que ça veut dire l'engagement quel est cet engagement par rapport à cette problématique? Alors, ça concerne la construction de logements sociaux. Qui est très très en difficulté. Depuis 2017, on perd à peu près 24 000 logements sociaux par an. Ah oui, ça fait beaucoup. Le manque le fait qu'il y ait plus forcément assez d'argent pour en construire et qu'en parallèle il y ait de la destruction et de la vente de logements sociaux. Donc en fait, voilà, actuellement il y a une vraie pénurie, une crise du logement et notamment du logement social qui est assez importante. Et donc notre engagement, c'est juste un rappel à la loi, en fait, tout simplement, c'est on demande aux élus locaux de s'engager à respecter la loi SRU, loi Solidarité et Renouvellement Urbain, qui est donc une loi qui a été mise en place au début des années 2000 et qui en fait demande aux collectivités, en fonction de leur taille, d'avoir en moyenne entre 20 et 25% de logements sociaux.
Et en fait, cette loi, c'est une loi qui, notamment, est là pour à la fois garantir l'égalité entre les territoires et la solidarité, pour qu'il n'y ait pas des communes qui se retrouvent à porter tous les logements sociaux et des communes qui font exactement l'inverse et n'ont aucun logement social. Et du coup, ça permet aussi de garantir en fait un équilibre au niveau des populations et du coup une mixité sociale. Et en fait, depuis que cette loi elle a été mise en place, alors elle est non seulement régulièrement attaquée, mais elle est aussi très peu respectée par les maires. Et donc nous, ce qu'on demande tout simplement, c'est que tous les maires s'engagent à respecter leur quota de construction de logements sociaux sur leur territoire. Ok. Et les raisons pour lesquelles cette loi n'est pas respectée, est-ce qu'on sait quelles sont les raisons? Est-ce que c'est un manque de volonté politique, un manque de moyens, un peu tout ça, ou d'autres raisons? Faut savoir qu'il y a que 4 communes sur 10 qui ne les respectent pas. Et par exemple, c'est la Confédération nationale du logement, ils viennent de sortir un palmarès des maires qui respectent le moins la loi SRU, et c'est Christian Estrosi qui gagne, qui est le Le maire, trophée. le trophée actuellement. Et donc, c'est une raison extrêmement politique. Les maires qui refusent d'appliquer la loi SRU, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas des classes populaires dans leur ville ou dans leur village. Et que du coup, ils préfèrent ne pas construire de logements sociaux, tout simplement. D'accord. Dans le petit texte qui accompagne ce premier engagement là sur le site, je voyais, je me suis posé la question ce que ça signifiait. Donc, respecter la loi SRU obligeant les communes en fonction de leur taille à avoir entre 20 et 25% de logements sociaux et arrêter la vente des logements très sociaux. Qu'est-ce que c'est Oui. les logements très sociaux? Alors, les logements, en fait, il y a plusieurs catégories dans le logement social. D'accord. Il y a le HLM, par exemple, les logements à loyer modéré, qui est un Oui. peu le milieu, si on veut. Et après, il y a des logements pour des catégories plus intermédiaires. Et puis, il y a le logement très social, qui est en fait les loyers les plus bas pour les personnes les plus en situation de précarité. Et du coup, on demande le respect de la loi SRU, effectivement. Ça, c'est vraiment l'engagement fort parce qu'elle est excessivement régulièrement attaquée. Encore maintenant, elle est remise en question actuellement au niveau des différents projets de loi qui se discutent sur le logement au niveau de l'État en ce moment. Mais en fait, on demande aussi, depuis la loi Elan de 2018, il y a eu la mise en place en fait pour les bailleurs sociaux de la possibilité, de la possibilité de vendre une partie de leur parc pour se financer, et notamment avec un contingent par an de logements sociaux qu'ils doivent vendre. Et donc, face à la crise du logement et au nombre de personnes qui sont à la rue, on demande aussi que les élus s'engagent à ne plus vendre, en tout cas, leur logement avec les loyers les plus bas. D'accord. Alors, deuxième engagement, pour lutter contre la spéculation et l'artificialisation des sols. Là, c'est un sujet sensible depuis quelque temps. Donc, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu en quoi peut consister cet engagement? Et puis peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne comprendront peut-être pas quand on n'est pas vraiment plongé dans ces problématiques, qu'est-ce qu'on entend par la spéculation et l'artificialisation des sols, mais surtout, pourquoi c'est un problème, pourquoi lutter contre? Je crois que ça va avec ce que disait Margot, avec le premier engagement qui est porté dans le cadre de cette campagne, qui est qu'en fait, on arrive sur de la spéculation financière et on va avoir de la gentrification, de la financiarisation des logements. Et donc, c'est très lié en fait avec le portage d'une politique de logement social. À partir du moment où on va avoir, on n'a pas de stratégie autour des sols dans les communes, on peut difficilement avoir une politique de logements sociaux ambitieuse, parce qu'on connaît mal nos sols. Enfin, il y a des communes qui ont des territoires enfin des sols en tout cas très variés. Et du coup, avec la spéculation, ça veut aussi dire qu'on a des terrains qui sont vendus plus cher que d'autres pour réaliser des projets immobiliers qui vont pas du tout avec ces engagements de logements sociaux, par exemple. Mhm.
Et il y a une dimension écologique aussi. Oui, c'est ça, ce que j'allais. En fait, c'est les deux, mais c'est les deux dimensions écologique et sociale, par ça Oui. va souvent ensemble. C'est aussi que en France actuellement, avec les phénomènes de financiarisation et de spéculation sur la construction de logements et sur l'immobilier, en fait, tous les ans, on artificialise de plus en plus d'espaces naturels et de terres, notamment avec les phénomènes d'étalement urbain, etc. Et que du coup, il y a un enjeu à la fois social, mais aussi en fait écologique à réduire l'étalement urbain et à arrêter d'artificialiser les terres et donc à repenser en fait la façon dont on urbanise notre territoire. Oui, parce qu'il y a des conséquences sur le climat, entre autres, de l'artificialisation des sols. Oui. Donc l'engagement numéro 3, pour renforcer les services publics environnementaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça couvre, ce titre-là, renforcer les services publics environnementaux, et puis quels sont les engagements, les propositions pour y répondre? Les communes sont dotées d'organiser en fait la distribution de certaines ressources, donc par exemple l'eau, l'énergie ou encore tout ce qui va être gestion des déchets. Ça, c'est soit des compétences communes ou intercommunalité et parfois on va avoir de la délégation à du privé sur l'eau ou sur l'énergie par exemple, même sur les déchets. Et donc nous, ce qu'on porte comme engagement, c'est que en fonction de l'opérateur, qui va, organiser cette distribution d'eau, d'énergie, de tri des déchets, de récolte des déchets, qu'il y ait un contrôle, en fait, qui soit fait de ces opérateurs par la commune ou l'intercommunalité. Ce qui n'est Alors pas des le cas? fois, ce qui n'est pas toujours le cas. Ah, d'accord. Des fois, ça va être des opérateurs, qui vont être enfin, ça va être de la ça va être de la délégation de service public, donc c'est des opérateurs, privés qui vont faire ça au titre de la collectivité Mhm. territoriale. Et donc des fois, on n'a pas la capacité, d'expertise, on n'a pas de contrôle ou très peu de contrôle et peu ou pas dans une logique de transition écologique. Alors, l'engagement numéro 4, pour un service public des mobilités. Je vous laisse la parole. Oui, bah là, c'est typiquement ce qu'on pouvait dire avant aussi on voulait que nos engagements, ils remettent aussi bien le rôle excessivement politique et le fait qu'il y a une force de la parole des élus locaux au niveau national. Et donc là, on est sur un engagement qui est plus un engagement de plaidoyer, mais où en fait, on demande que les élus locaux s'engagent en fait à défendre le maintien de leur réseau ou la réouverture des gares ferroviaires en fait dans leur commune. Et notamment, on s'appuie sur le fait que il y a un cas très précis où en fait les élus signent des conventions avec la SNCF et donc dans ce cas-là en fait peuvent porter fortement la question de la réhabilitation par exemple de leur gare ou essayer de faire du plaidoyer pour demander la remise en marche d'une gare dans leur commune. Et donc ça répond à une demande, j'imagine, des citoyens. Je sais que tu parlais de Tours tout à l'heure, c'est ce qui est en train de se passer à Tours. Il y a des gares au niveau de la région, du coup, autour de la région, qui ont été remises en service et des lignes qui ont été remises en service. Je pense qu'il y a une demande, citoyenne en effet, et au même titre que d'autres engagements qui sont portés, il y a aussi une dimension de transition écologique, en fait, avec l'utilisation des transports en commun et si on n'a pas une politique ambitieuse de déploiement et de développement de transports en commun et aussi d'accompagnement à la transformation de nous-mêmes, nos propres modalités de déplacement, on s'inscrit dans un énième engagement sur les enjeux de transition écologique, typiquement. Oui. Et aussi, sur la demande citoyenne, je pense qu'en fait, il y a deux choses. Les gares sont souvent vécues un peu comme les bureaux de poste, où quand il n'y a plus rien à part la mairie, le secrétariat de mairie, c'est souvent un des derniers guichets ouverts, un des derniers endroits où on peut rencontrer quelqu'un, etc. Et donc, c'est des lieux aussi de sociabilité et où il y a du service humain. Et donc ça, c'est quelque chose d'important et qui garde en fait
même symboliquement une force, mais pas que en fait. C'est vraiment des choses qui sont importantes pour les personnes. C'est des lieux où on peut aller rencontrer quelqu'un, poser ses questions, etc. Et aussi sur les enjeux de mobilité, notamment par exemple en zone rurale, la première dépense, j'allais dire concrète, c'est pas concrète le terme que je cherche, c'est une des premières dépenses contraintes. Voilà, c'est ça que une des premières dépenses contraintes, c'est quand même l'essence pour se déplacer. Donc c'est quand même un vrai problème quand on est dans une période où il y a des problèmes de pouvoir d'achat, etc. En fait, c'est un enjeu social et un enjeu écologique. Enfin, de nouveau, en fait, les enjeux sont souvent liés. Le social et l'écologique sont souvent liés. Oui. Mais en fait, réavoir des transports de proximité, ça répond à un double enjeu, à la fois écologique et à la fois social. Donc l'engagement numéro 5, pour lutter contre les exclusions sociales et garantir l'accès aux droits. Ça semble très vaste comme programme. Donc qu'est-ce que ça inclut? De quoi on parle ici et qu'est-ce qu'on peut faire? L'engagement phare qu'on a voulu porter sur la question de l'exclusion sociale et l'accès aux droits, c'est l'obligation de domiciliation dans les centres communaux d'action sociale ou à la mairie, notamment pour les personnes qui étaient sans domicile fixe, sans domicile stable. En fait, à partir du moment où une personne, elle a pas d'adresse physique à présenter lors de ses démarches administratives pour accéder à ses droits, quels qu'ils soient, on est dans de la rupture d'accès aux droits. On est dans de l'empêchement, on est sur du coup des personnes dont les situations de précarité vont se renforcer. Et en fait, une des premières solutions qui en fait n'est pas si anodine et qui n'est pas si compliquée à mettre en place, c'est cette question d'obtenir une adresse physique où on peut recevoir son courrier, où on peut présenter des justificatifs disant que oui, on a une adresse et du coup qu'on peut prétendre à des droits sociaux. Dans toutes les démarches administratives d'accès aux droits, on demande une adresse physique. Et donc, cette domiciliation permet justement d'être un premier rempart contre le non-accès aux droits et permet de lutter contre cet accès aux droits. Enfin, contre ce non-recours aux droits plutôt. Oui. Donc l'engagement numéro 6, pour une commune qui lutte contre les difficultés d'accès aux soins. Là, je pense que ça parle à tout le monde. Malheureusement, je pense que c'est un vrai phénomène qui touche une grande partie de la population maintenant en France. Qu'est-ce qui est proposé dans cet engagement? À quoi on peut demander nos prochains élus de s'engager par rapport à cette difficulté? Il y a un peu deux niveaux dans cette demande. En fait, il y a une première chose qui est la mise en place de centres de santé à but non lucratif. Donc ça, c'est quand même plutôt pour des communes qui ont des moyens importants. Mais du coup, c'est de dire, si la commune elle a les moyens, en fait, on demande que les élus locaux ils se battent pour mettre en place des centres de santé. Donc, en gros, permettre de répondre au manque au manque de soins, ou en tout cas au manque de professionnels de santé, par la mise en place, portée par la mairie, d'un espace où on peut rencontrer des professionnels de santé qui travaillent en équipe et qui pratiquent le tiers payant et qui ne font pas le dépassement d'honoraires. Donc ça, c'est un peu la première chose. Et la deuxième chose, c'est de nouveau aussi en fait s'engager plus généralement à se battre pour le maintien des structures hospitalières et de proximité, des maternités de proximité sur l'ensemble des communes, ou leur amélioration. Et donc c'est encore un peu comme pour les gares, un rôle en fait de plaidoyer, porter ces batailles-là, porter ce discours-là et faire l'écho en fait des voix de leurs citoyennes au niveau national aussi, pour protéger leur commune face à la désertification. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas bien, en fait, quand une structure hospitalière ou une maternité de proximité ferme, ça dépend de qui, en fait. Ça dépend vraiment de la commune où cet établissement est implanté, ou ça dépend d'autres niveaux de hiérarchie, au niveau des régions, ou je ne sais pas, C'est une question qui est pas simple à aborder, la question de l'accès aux soins, parce qu'en effet, elle imbrique plusieurs échelles de décision. Déjà, on a une question de professionnels de santé disponibles et formés. Les formations des futurs professionnels de santé sont relativement longues. Oui. C'est 3 ans pour des infirmiers, infirmières, mais ça peut aller à plus de 10 ans pour des médecins spécialisés. Et ça, cette pénurie
de professionnels de santé, c'est pas quelque chose qu'on va résoudre, voilà, en 1, 2, 3 ans. Donc il y a déjà cette disponibilité des professionnels de santé, avec une population aussi, hein, qui est vieillissante et qui du coup peut bénéficier d'une retraite, même si on a beaucoup de professionnels de santé à la retraite qui peuvent toujours exercer et qui exercent toujours. Et donc en fait, on a des communes qui font face à ça parce que c'est des territoires, plus ou moins attractifs. On sait par exemple que les bords de mer sont très attractifs pour les professionnels de santé pour leur installation, quels qu'ils soient, ce qui est beaucoup moins le cas ou, des lieux de montagne par exemple, mais ce qui peut être beaucoup moins le cas de départements, plus ruraux. Donc il y a tout un maillage territorial et rendre attractif son territoire pour attirer les professionnels de santé est un défi en soi pour les collectivités territoriales. Et lorsqu'il y a des décisions de fermeture, de lits, de fermeture d'hôpitaux ou de structures de soins de proximité, c'est souvent des dialogues qui font émerger cette décision entre, les agences régionales de santé, les départements ou les régions, parce que les départements ont des compétences, typiquement sur le social et sur le handicap. Les régions vont avoir des compétences, plus généralistes sur la santé et les collectivités territoriales, impactées parce qu'en réalité, les premiers qui vont être face aux citoyens et aux citoyennes quand, des hôpitaux ou des maternités vont fermer, c'est les maires, c'est les élus locaux. Donc c'est souvent l'objet de discussions, un peu techniques pour ne pas trop rentrer dans le détail, mais ça fait l'objet souvent de discussions en fait entre l'État, les collectivités territoriales et des instances, de régulation type, agence régionale de santé. Et qu'est-ce qui amène, par exemple, une maternité de proximité à fermer? Souvent, c'est la fréquentation, c'est la baisse de la natalité dans les territoires. En fait, qui est un sujet plus global, hein, la baisse de la natalité, les enjeux démographiques, on en entend parler, assez régulièrement depuis 1 an maintenant, en tout cas depuis qu'on nous a demandé entre guillemets, de «réarmer démographiquement la France». Oui. On a une baisse de la natalité qui est constatée et qui a engendré des fermetures de maternités. C'est le nombre de bébés, qui naissent par maternité, qui, détermine, si on ferme ou pas une maternité de proximité. D'accord. Ce qui pose des difficultés, particulièrement fortes sur la question des grossesses et des maternités, parce qu'en fait, les maternités, c'est pas juste la question de l'accouchement, c'est tout le suivi grossesse qui va avec. Et si une, femme ou un couple est peu ou mal accompagné dans sa grossesse, ça a des répercussions, à terme au moment de la naissance de l'enfant et potentiellement dans son développement futur. Et sur la santé de la mère aussi. Oui. Oui, oui, c'est un tout, Oui. et c'est un accompagnement à la parentalité ou à la future parentalité qui peut difficilement se faire. Enfin, il y a beaucoup d'impact en fait sur, la fermeture de la maternité, c'est pas juste le fait de faire accoucher, la mère dans ce processus. En fait, c'est une vision très gestionnaire, qui oublie, toutes les dimensions, autour, en fait, du soin et de la santé, qui n'est pas juste effectivement, l'acte d'accoucher, par exemple, pour les maternités. Un aspect gestionnaire qui apparemment est aussi une des problématiques qu'on peut appliquer par rapport aux hôpitaux. Oui, Tout à fait. Qui est le premier critère, de gestion d'un hôpital, c'est entre guillemets «sa rentabilité». Mais oui. C'est tous les actes, payants et ça, c'est une logique tarifaire qui a été en fait, le changement de la façon dont on tarifie, aujourd'hui, l'hôpital, a été modifié en 2006-2007 par la loi, HPST, donc c'est, hôpitaux, patients, santé, territoire, si ma mémoire est bonne, qui change en fait la façon dont on comptabilise, on est passé en fait on est passé à une logique complètement, comptable de comment est-ce qu'on va tarifer un acte en fonction de ce qui va coûter, en fait à l'hôpital avec cette loi. On est passé sur une tarification à l'acte et à l'activité. c'est ça. Et du coup aussi le temps des soignants. C'est-à-dire que tous les temps qui ne sont pas, des temps rentables, du coup ont disparu, en fait, des soins. Oui. Donc on est passé des gens qui travaillaient avec une intention prioritaire qui était le soin, si je peux résumer ça avec mes mots, vous me reprendrez, à en fait ce qui sous-tend aujourd'hui la façon de fonctionner, c'est la rentabilité. Le soin en lui-même, même s'il est important pour les personnes qui se sont engagées dans ces professions, on leur demande, on conditionne leur façon de travailler sur la logique de rentabilité. Oui, c'est ça. C'est que leur condition de travail, a évolué sur cette logique-là, même si en effet, je pense que les personnes qui exercent les métiers du soin, ne sont pas passées, elles, dans cette logique. Les gestionnaires in fine de ces établissements, eux, le sont. Oui.
On leur a demandé en tout cas d'y passer. D'où la souffrance au travail, du coup, des personnes qui se retrouvent confrontées à devoir travailler avec un logiciel qui n'est pas celui dans lequel ils se sont engagés, pour lequel ils se sont engagés. Oui, puis des conditions de travail pour eux-mêmes qui se sont énormément dégradées de cette logique-là. Parce que, en fait, à partir du moment où tout ce qui compte et ce qui est rentable, ça veut dire qu'aussi, par exemple, c'est les temps de passation entre les équipes soignantes, par exemple, qui du coup ont été réduits. Donc, c'est en fait tous les temps humains de lien, de transmission d'informations, De temps passé avec le patient, surtout. le temps passé avec le... Oui, c'était à ça que je pensais aussi. Et les temps de repos, en fait, tout ça qui ont été supprimés. Donc, c'est aussi des conditions de travail, en plus, qui se dégradent, qui font qu'ils ont... Enfin, voilà. Donc, c'est un peu un cercle vicieux, quoi. C'est ça. Alors, le 7e engagement, on voit qu'on est vraiment au cœur des sujets de société, en fait, qui créent de la souffrance aujourd'hui, autant chez les usagers que chez les professionnels de tous ces services publics. L'engagement numéro 7, alors ça, c'est aussi un sujet qui me tient à cœur, pour un droit à une alimentation saine. Alors, je vous laisse développer qu'est-ce qui est entendu par ce titre et qu'est-ce qu'on peut demander, qu'est-ce qui est possible. On est parti sur cette question de l'alimentation qui est en fait assez centrale dans la vie des gens au quotidien. Ce qu'on a souhaité porter en engagement phare, c'est le respect de la loi Egalim, qui a quelques années maintenant, elle date de 2019, la loi Egalim. Elle impose le fait d'introduire des produits durables, de qualité, des produits bio ou en conversion dans la restauration collective, alors avec des quotas, voilà, si tu veux, je reviendrai dessus, dans la restauration collective. Et en fait, cet engagement, il est important parce que les collectivités territoriales et les communes, parmi les restaurations collectives qu'elles ont, il y a toute la question de la restauration scolaire. Et la restauration scolaire, c'est un des moyens, un des outils pour faire de l'éducation à l'alimentation et donc apprendre aux enfants à manger de façon saine, équilibrée, en respectant des valeurs nutritionnelles qui correspondent en fait à leur activité. Ça passe par l'éducation à l'alimentation et de fait par la restauration scolaire. Voilà, y a pas on parle vraiment de santé, hein. C'est pas juste une lubie comme ça, écolo, pour avoir quelque chose de sympathique. C'est vraiment important pour la santé des enfants et des futurs adultes. On parle de santé, on parle de santé publique même. En fait, c'est un enjeu de santé publique que de s'éduquer à l'alimentation. Quand on porte des messages type manger 5 fruits et légumes par jour, c'est pas juste un message de promotion, c'est un message de prévention, c'est un message de promotion de la santé. Et donc l'éducation à l'alimentation et savoir ce qui est bon pour nous, à quel moment, en quelle quantité, c'est en effet pas une lubie, c'est un vrai enjeu de santé publique parce qu'en fait, quand on mange mal, quand on se nourrit mal, ça a des impacts sur le sommeil, ça a des impacts sur nos capacités d'apprentissage, ça a des impacts sur notre énergie au quotidien qu'on peut investir dans des activités physiques, sportives, intellectuelles, quelles qu'elles soient. On est vraiment sur et en fait, apprendre à manger correctement, j'ai envie de dire, avec une sensibilité aussi sur d'où viennent les produits, qu'est-ce qu'ils nous apportent. C'est un apprentissage qui peut se faire dans des temps d'apprentissage dédiés. Et on sait aussi que parfois la restauration scolaire, en tout cas chez les enfants, peut être l'unique repas de qualité qu'ils vont avoir. Parce qu'on a des familles qui vont avoir du mal à subvenir à leurs besoins alimentaires, qui sont des besoins primaires. Et on sait aussi qu'on a des enfants où ça va être le seul repas de la journée, où on va avoir un respect des différents équilibres qui puissent subvenir à leurs besoins primaires. Et ce temps d'éducation à l'alimentation, il y a un moment donné aussi où notre capacité cognitive, elle est plus capable d'intégrer aussi facilement que quand on est enfant, qu'est-ce que c'est que de bien manger. Et donc il y a des temps dédiés à cet apprentissage et ça passe notamment par la restauration scolaire. D'accord. Donc en sous-titre, il est noté pour cet engagement numéro 7 pour un droit à une alimentation saine, le respect de la loi Egalim qui prévoit une introduction de produits bio et locaux dans la restauration collective. Et je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on voit bien là aussi que tout est lié, puisque cette incitation à utiliser des produits bio et locaux, c'est aussi un encouragement à nos agriculteurs déjà locaux, et puis
plus il y aura de produits bio consommés, plus l'encouragement à cette forme d'agriculture, qui n'est pas très encouragée depuis quelque temps, qui est moins encouragée qu'elle l'a été. On se demande pourquoi d'ailleurs, enfin moi je me demande tellement pourquoi. Et donc le respect de cette loi Egalim qui existe, c'était quand même un pas. Quel est le problème ? Elle n'est pas respectée aujourd'hui, on peut faire mieux. Qu'est-ce que ça implique en fait comme un élu local, s'il se prend cet engagement numéro 7, qu'est-ce que ça va impliquer en action concrète pour respecter cette loi ? Elle est peu respectée. Il y a quelques communes qui la respectent, mais déjà qu'est-ce que ça veut dire de respecter la loi Egalim? C'est aussi d'avoir une batterie d'indicateurs pour être sûr qu'on respecte les 50% de produits durables de qualité, les 20% de produits bio ou en conversion qu'on devrait retrouver dans la restauration collective et l'expérimentation du menu végétarien hebdomadaire. En fait, ça demande aussi aux collectivités territoriales d'organiser les services en conséquence pour vérifier typiquement que dans les écoles qui sont en gestion publique, on ait en effet un menu végétarien qui soit proposé de façon hebdomadaire à l'ensemble des élèves qu'on accueille. C'est c'est aussi des questions de transparence. Alors, il y a un site gouvernemental qui permet de suivre en fait les collectivités territoriales sur la mise en œuvre de la loi Egalim. Et donc, les questions de transparence, c'est de faire remonter qu'est-ce qui a été mis en place par les collectivités territoriales sur la lutte contre le gaspillage, c'est-à-dire afficher publiquement aujourd'hui dans nos restaurations collectives, on a tant de grammes par assiette qui n'est pas consommé. Et du coup, prendre aussi des mesures correctifs par rapport à ce gaspillage. C'est-à-dire, analyser la composition des assiettes, analyser, quels sont les produits qui fonctionnent pas, peut-être revoir les menus, avant qu'ils soient proposés en restauration collective et donc adapter toute sa chaîne de production, adapter ses marchés publics. Il y a un gros enjeu sur les marchés publics, des collectivités territoriales dans le respect de cette loi Egalim, hein, c'est-à-dire, faire en sorte que quand on passe des marchés publics, quand on est en délégation de service, qu'on mette l'introduction de ces différents critères et quotas, de la loi Egalim comme étant des critères de pouvoir répondre à ces marchés publics. Et peut-être, parce qu'on n'a pas évoqué, mais la loi Egalim, elle interdit aussi, c'est l'interdiction du plastique chauffé en restauration collective. Donc c'est, en termes de réorganisation, mais je pense qu'on parlait d'enjeux de transition écologique et de santé publique. Oui, oui. C'est quelque chose d'important parce que le plastique dans l'alimentation, c'est ce qui et tonnes de perturbateurs endocriniens, etc. Et donc, en fait, c'est quand même excessivement nocif et c'est ce qui développe aussi des maladies chez les enfants, mais pas que. Donc, voilà, c'était juste. Oui, c'est que ce soit le bio ou que ce soit ça, on est vraiment sur limiter les substances toxiques, en fait, dans les corps et dans les sols. Et par ailleurs, sur le bio, notamment sur le bio, on sait aussi que les familles de catégorie précaires sont celles qui ont le moins accès au bio parce qu'en fait ça se répercute sur les prix directement et donc c'est des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter du bio et donc c'est un frein à la consommation bio. Donc si en restauration scolaire ou en restauration collective on est capable d'en proposer, ça participe aussi à l'acculturation à cette transition écologique. Oui, puis après c'est un cercle vertueux en fait, parce que plus il y a de produits bio consommés et plus il est nécessaire d'en produire, donc plus on en produit et normalement plus les prix baissent. Donc c'est quelque chose qui peut initier ce type de cercle vertueux sur notre agriculture et une alimentation plus saine, oui. En tout cas, à grande échelle, c'est ce qu'on souhaite. Oui. Ok, l'engagement numéro 8 pour un service public de sécurité municipale préventif et de proximité. Qu'est-ce que ça signifie ? En quoi c'est différent de ce qu'on a aujourd'hui comme service public de sécurité municipale ? En gros, ce qu'on a voulu faire, c'est en ce moment, la sécurité, elle est très confisquée par une vision excessivement sécuritaire en fait du débat et assez anxiogène et stigmatisante par ailleurs. Et donc on a voulu aller sur ce terrain-là de façon assez forte, mais pour porter aussi une autre vision où en ce moment dans ces municipales il y a quand même à plein d'endroits le débat de est-ce qu'il faut une police municipale ou pas et surtout est-ce qu'il faut l'armée ou pas, etc. Nous on a voulu un peu dire que c'était pas forcément en fait là l'enjeu.
que l'enjeu c'est pas par exemple de surdévelopper la vidéosurveillance qui en fait peut paraître comme ça une bonne solution, mais qui en réalité a très peu d'effet parce que les communes qui investissent, en fait, aucune commune n'a les moyens de suivre réellement en vidéosurveillance toute sa ville, et donc souvent en fait on ajoute des caméras pour faire croire que ou donner l'impression que dans une logique en fait de surenchère sécuritaire, et cette vidéosurveillance en fait la ville ne conserve pas les vidéos plus de 3 jours, et il n'y a pas des personnes en permanence derrière pour suivre en direct toutes les caméras de la ville, et donc en fait c'est vraiment juste de l'affichage et de la surenchère sécuritaire. Et donc nous l'idée c'était de dire que on peut penser autrement en fait la sécurité publique, la sécurité collective, et que la sécurité municipale c'est pas forcément cette surenchère mais au contraire en fait de réinvestir plutôt dans de la sécurité de proximité, dans de l'humain, et aussi donc c'est pour ça qu'on propose des patrouilles à pied mixtes entre de la police municipale et des éducateurs spécialisés, et aussi dans l'éclairage public, le fait de mettre de la lumière en fait dans les rues, tout simplement, c'est souvent plus efficace pour lutter contre le sentiment d'insécurité que de multiplier les vidéosurveillances partout, et surtout c'est moins coûteux que cette surveillance technologique. L'engagement numéro 9 pour l'égalité des enfants scolarisés en école publique et admis en crèche dans la commune. Le sous-titre « Refuser toute discrimination ou pénalité liée à la situation administrative ou familiale ». Alors peut-être ça demande des précisions sur quel est l'état des lieux, pourquoi cet engagement numéro 9 est nécessaire. Quand on a écrit cet engagement, on a pu constater en fait qu'il y avait des communes qui pratiquaient des politiques que je vais qualifier de discriminatoires face aux enfants par rapport à soit leur origine sociale, géographique, ou leur situation administrative ou familiale, c'est-à-dire le fait que ce soit des personnes avec peu de ressources, et ou de la discrimination raciale, en fait, des enfants qui pouvaient se faire refuser l'inscription ou qui avaient des pénalités financières parce qu'elles venaient d'un pays qu'elles n'étaient pas françaises d'origine. Et donc l'enjeu de cet engagement, c'est justement de lutter contre cette discrimination qui peut être faite sur des enfants parce qu'ils seraient pas nés au bon endroit, parce qu'ils auraient dû faire face à des difficultés dans leur pays qui auraient engendré de l'immigration en France. Et ça, c'est une des valeurs un peu fondamentales du collectif, qui est de refuser la discrimination et de s'inscrire dans un service public émancipateur et surtout égalitaire. Je me demandais en lisant cet engagement numéro 9, est-ce que votre collectif Nos Services Publics a des représentants dans les départements et territoires d'outre-mer? Parce que notamment là, sur la question de la scolarité, pour avoir été moi-même réaliser des vidéos pour une ONG sur les enjeux de l'éducation à Mayotte en 2014, et on sait que depuis, visiblement, ça reste très très compliqué. Est-ce que vous avez des représentants dans les territoires d'outre-mer pour porter ces engagements-là? Est-ce que ça nécessite des adaptations, en fait, au cas par cas sur ces territoires et départements d'outre-mer? Alors, le collectif, on n'a pas vraiment, même de représentants. On se construit progressivement sur les territoires depuis quelques temps. Pour l'instant, on a des membres du collectif qui sont présents. Il y en a qui ont participé au travail de rédaction par des engagements, notamment dans aménagement du territoire et urbanisme en Outre-mer. D'accord. Par contre, je pense qu'on peut pas, on n'est pas encore réellement, enfin, on peut pas dire qu'il y a réellement de collectifs locaux construits en Outre-mer sur les différents territoires. On a plutôt par ailleurs des gens à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique pour l'instant qui sont actifs dans le collectif et qui vivent en Outre-mer, donc par exemple pas à Mayotte. Et après, sur ces territoires, je pense qu'il y a des adaptations effectivement sur ces territoires, et sur l'ensemble, en fait, sur les 35 000 communes de France, de toute façon, nos revendications, elles se veulent génériques, mais du coup, elles sont à adapter. Et donc ça, c'est c'est quelque chose qui est pour l'ensemble des communes, puisque c'est pas toutes les mêmes réalités. Et je pense d'autant plus, effectivement, les enjeux à Mayotte et les enjeux à Montreuil sont clairement pas les mêmes. Oui, oui. Donc Alors, si nos amis mahorais qui nous écoutent souhaitent vous rejoindre, ils pourraient apporter leur petite pierre à l'édifice.
Tout à fait. Tout à fait. Je vais compléter, enfin, je me permets de compléter également, parce que j'ai grandi, moi, sur l'île de la Réunion, j'ai fait toute ma scolarité Ah, là-bas. très bien, on t'écoute. Donc sur la question du scolaire, en fait, pour moi, c'est pas tant une question d'adaptation en tant que telle, c'est-à-dire que le fait d'avoir accès à un service public éducatif, je pense qu'il doit être effectif sur l'ensemble du territoire, qu'on soit dans les Outre-mer ou qu'on n'y soit pas. Oui. Je pense que la question de l'adaptation, elle va plutôt se faire typiquement sur la question des vacances scolaires. En fait, les vacances scolaires, quand on est dans les outre-mer, alors là, je vais parler de la Réunion et de tout ce qui va se situer, on va dire, en dessous de de l'équateur. Typiquement, en décembre-janvier, nous, ce n'est pas du tout une période où on a froid. Bien au contraire, c'est une période où on a chaud, très chaud, où on peut avoir jusqu'à 35 ou 40 degrés dans les classes, qui ne sont pas du tout des conditions d'apprentissage idéales, loin de là. Et donc, en fait, si on voulait calquer le calendrier, et d'ailleurs, c'est pas le cas, mais typiquement, tout ce qui se passe sur la refonte des temps scolaires est particulièrement là intéressant avec la Convention citoyenne des temps de l'enfant, etc. Parce qu'en fait, en réalité, la question des vacances scolaires, elle est un peu centrale. En décembre-janvier, on ne peut pas faire reprendre décemment, dans des bonnes conditions d'apprentissage, des enfants qui vivent sur l'île de la Réunion, à Mayotte ou dans les Antilles, un 5 janvier. En fait, c'est prendre le risque de mettre ces enfants-là dans des conditions de surexposition de la chaleur. Et c'est du bâtiment aussi qui est peu ou pas adapté. Alors, il y a eu des plans de rénovation qui ont été engendrés dans pas mal d'endroits, mais du coup, c'est aussi une adaptation du bâti à ces conditions climatiques. Et ça se ressent d'autant plus que typiquement à La Réunion, on considère qu'il y a 2 saisons, un hiver, un été. Les températures se réchauffent très fortement en été, se refroidissent, voilà, on est beaucoup plus froid qu'il y a quelques années, l'hiver. Ok, il y aurait beaucoup à dire sur ces sujets-là, parce que c'est vrai que Mayotte, il y a aussi le problème des cantines, le problème des rotations. Moi, j'ai découvert ça en fait sur place. J'avais jamais entendu parler de ça, des écoles qui doivent fonctionner en rotation, et c'est très difficile aussi avec beaucoup d'enfants qui restent en dehors du système scolaire. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problématiques, mais je voulais qu'on en dise quand même quelques mots parce que c'est la France aussi, et puis c'est vrai qu'on voit nous nos services publics, enfin ici en métropole, en fonction de ce qu'on connaît, de ce qu'on a sous les yeux, mais c'est vrai qu'il faut penser à l'ensemble de la population aussi. Alors, la question des outre-mer est intéressante sur la question de l'effectivité en réalité des droits. C'est-à-dire qu'on a des lois qui sont votées, qui sont discutées, etc. Et donc avec une vocation très universaliste sur les territoires. Mais du coup, la question de l'effectivité derrière de ces lois et de son adéquation à la réalité territoriale, oui. c'est là où on pêche en réalité. Oui. Que ce soit Mayotte, que ce soit la Nouvelle-Calédonie, que ce soit la Réunion, que ce soit les Antilles. En fait, on a des territoires qui sont insulaires et qui du coup sont aussi très éloignés de ce qui se passe en hexagone et qu'on a du mal à appréhender parce que nos représentants élus, alors selon plein de choses, hein, mais on a quand même une majorité de nos représentants qui connaissent peu ou pas les Outre-mer et les territoires d'Outre-mer. Oui. L'engagement numéro 10 pour garantir un service public de la culture. Alors, beaucoup des subventions dans la culture, pour revenir à quelque chose de très financier, ont été supprimées ces dernières années. Il y a beaucoup de plaintes, de récriminations qui montent. Comme pour les hôpitaux, comme pour tout le reste, on ne comprend pas toujours que derrière les enjeux financiers, il y a beaucoup de choses que l'on perd en réduisant pour des notions de rentabilité ou de pas assez de rentabilité. La culture, c'est là où vraiment on plante les graines de tellement de choses au niveau de notre vie en commun, du développement de notre capacité à comprendre l'autre, à s'ouvrir à tellement d'autres mondes, d'autres choses. Donc c'est tellement important, le service public de la culture. Il est important aussi de vraiment le rappeler actuellement. Dans cet engagement numéro 10, il est noté en dessous du titre « Remplacer, sauf nécessité ponctuelle, les appels à projets par des conventions pluriannuelles ». Moi, je dois dire que je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer sur la culture pourquoi ce choix qui semble assez précis ? Oui, alors déjà, il y a
Ce que tu disais est assez vrai. Enfin, la culture, elle est excessivement attaquée ces dernières années et elle a de moins en moins de moyens. Et par ailleurs, plus ça va, plus en fait le poids des collectivités territoriales et du niveau local dans son financement prend beaucoup de place en fait par rapport au financement de l'État. On est sur une répartition d'à peu près 80% du financement de la culture repose en fait sur les collectivités territoriales et le niveau local, contre 20% sur l'État actuellement. Ce qui n'était pas le cas avant. Bah oui, qui en tout cas est un phénomène qui s'accentue ces dernières années avec le désinvestissement depuis 2 ans. Par exemple, le budget de la culture est en baisse, etc., de façon assez importante au niveau de l'État. Donc ça, c'est un peu la première chose. Et en fait, il y a un peu un constat, notamment par les acteurs de la culture et ceux du service public de la culture, qui est que souvent la culture, on oublie un peu que c'est un service public quand même. Et elle est un peu mise de côté quand on défend les services publics. En fait, on oublie de défendre la culture comme service public, alors qu'en fait, c'est indispensable un service public de la culture, puisque la culture, c'est un élément aussi indispensable à la fois de l'éducation, enfin de l'apprentissage et l'éducation au sens large pour l'émancipation des citoyens citoyennes, pour faire travailler, développer son esprit critique, pour le vivre ensemble aussi, tout simplement. Et donc c'est un problème en fait d'oublier aussi régulièrement la culture. Donc c'était pour nous important que pour ces 2 enjeux-là, qui est que l'enjeu municipal en fait est un enjeu important pour la culture, et aussi parce que quand on parle de service public, ne pas oublier la culture dans les services publics, d'avoir du coup un engagement sur ce sujet-là. Euh, et du coup, le nerf de la guerre actuellement, effectivement, c'est un peu les questions de moyens financiers dans la culture et de comment ils arrivent à continuer à faire financer de nouveaux projets. Et donc, nous, on a demandé, en fait, de remplacer, sauf nécessité ponctuelle, les appels à projets par des conventions pluriannuelles, simplement parce qu'on pense que Mais qu'est-ce que mécanisme... ça veut dire en fait? Parce que c'est pas forcément très accessible à tout le monde, ces formulations. Mais parce qu'en fait, tout simplement, le mécanisme d'appel à projet, donc les appels à projet, c'est quelque chose qui se développe, hein, pas que au niveau de la culture, au niveau du monde associatif, même au niveau de l'État, etc. En fait, c'est que la puissance publique finance les acteurs culturels s'ils répondent à un appel que eux ont du coup émis D'accord. pour un projet spécifique. Et donc, en fait, de cette façon-là, la puissance publique, donc la mairie par exemple, en fait, elle va vouloir un spectacle qui va correspondre à un certain nombre de critères et remplir un certain nombre d'objectifs qu'elle s'est fixés elle. Et donc, elle va demander, par exemple, aux théâtres municipaux, enfin aux troupes de théâtre de son territoire, de lui proposer un projet qui correspond à ses objectifs. Donc il y a une orientation déjà. Donc, de fait, ça oriente, en tout cas, ça donne une direction, en tout cas, ça nuit à la liberté créatrice. Et forcément, quelque part, ça nuit à la diversité de ce qui peut être offert au public. En plus de ça, du coup, on finance que des projets. Et donc, c'est ponctuel. Et donc, ça, en fait, ça oublie tout un tas de dépenses qui peuvent exister parce qu'en en fait, on va financer que du moment T. Donc, le but, c'est que ça soit un festival en mai, on lance l'appel à projet en avril, et donc c'est de avril à mai les étapes pour pouvoir financer pour pouvoir créer et mettre en place ce Ce spectacle dans le festival. cadre de ce festival. Mm. Mais du coup, il y a tout un tas de dépenses plus structurelles, de fonctionnement, de salariés, etc., qui en fait ne sont pas pris en compte. Et donc en fait, c'est un double mécanisme. À la fois, ça appauvrit la diversité culturelle qui peut être proposée, et ça appauvrit en fait les structures aussi qui ont plus de mal à fonctionner, alors que des conventions pluriannuelles, c'est des conventions de fonctionnement. Donc à la fois, on laisse plus de marge de manœuvre artistique aux personnes qui reçoivent ces subventions-là, et en fait, vu que c'est pluriannuel, ça prend en compte en fait les coûts de fonctionnement. Alors l'engagement numéro 11 pour un sport accessible à toutes et tous. C'est-à-dire, quelles sont les problématiques là, que cet engagement numéro 11 pourrait... qu'est-ce que ça peut améliorer? À quoi faut-il s'engager pour un sport accessible à toutes et tous? La question du sport, c'est souvent une question qui est oubliée dans les scrutins, quels qu'ils soient par ailleurs. Or, je pense que les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 nous l'ont bien rappelé, à quel point la question du sport peut être centrale. C'est des questions notamment de santé, hein, d'être en bonne activité, enfin d'être en bonne condition physique, et du coup de pratiquer une activité physique et sportive. Je fais vraiment la distinction
près d'activité physique et d'activité sportive. On est parfois amené à faire du sport, mais à avoir une activité très sédentaire. Des personnes qui travaillent assises toute la journée, par exemple, c'est une activité sédentaire, malgré le fait qu'elles fassent plusieurs heures de sport dans la semaine. Et donc un peu, en fait, comme l'enjeu de l'alimentation, c'est que l'engagement phare qu'on a apporté, c'est l'effectivité de l'enseignement obligatoire des 3 heures, d'éducation physique et sportive, à l'école, l'accompagnement des associations sportives à développer des offres, notamment par l'accès aux équipements sportifs. En fait, un des enjeux sur lesquels sont à la main des collectivités territoriales, c'est la question des équipements sportifs. Il y a, des piscines municipales, des stades, municipaux, donc qui sont en gestion directe, par les collectivités territoriales et du coup, l'accès à ces équipements sportifs, c'est un enjeu pour permettre aux écoles, mais aussi aux associations de proposer une offre, à leur public. Et leur public, c'est tout le monde. C'est-à-dire, dans le cadre des écoles, c'est les élèves, qui participent à ces enseignements, mais dans le cadre de la vie de la cité, c'est, la personne âgée qui va vouloir trouver une activité, une fois qu'elle est à la retraite. C'est, le travailleur, la travailleuse, qui après le boulot a besoin de décompresser, se vider la tête, peut accéder à une activité physique et sportive. Et donc ça passe notamment par l'accès aux équipements sportifs qui, par ailleurs, sont vétustes pour, une partie d'entre eux et ou sont peu ou pas entretenus. C'est une question de moyens, clairement. Enfin, il y a des gros enjeux financiers, autour des équipements sportifs. Mais du coup, il y a un modèle économique aussi à repenser et à penser, sur cette question de l'entretien, de la gestion et de la création des équipements sportifs. Oui, c'est vrai, c'est important aussi de mentionner, c'est d'ailleurs pour l'alimentation saine aussi, à quel point tous ces domaines concernent vraiment notre santé. Et d'ailleurs, je comprends pas très bien que quand nos responsables politiques se plaignent tellement du trou de la Sécu, de tout un tas de problématiques financières, en fait, ces domaines-là qui font partie de la prévention, investir dessus, c'est vraiment à moyen et long terme réfléchir à avoir moins de dépenses de santé, parce qu'on sait très bien au niveau de l'alimentation et au niveau du sport à quel point c'est vraiment démontré depuis tellement longtemps. Enfin, beaucoup des problèmes de santé, y compris des cancers et tout ça, qui apparaissent, ont dans leur cause probable des problèmes d'alimentation, des problèmes de sport. Et quand on parlait de restauration collective, on a parlé surtout des écoles, mais il y a aussi les hôpitaux, les EHPAD. Et je suis toujours sidérée de voir la pauvre qualité de l'alimentation en termes nutritionnels et en termes gustatifs dans les hôpitaux, alors que c'est tellement important pour une personne qui est dans un lit d'hôpital, dont c'est quasiment le seul plaisir de la journée. Et l'importance pour bien récupérer quand on est fragilisé en termes de santé par l'alimentation. Donc, en fait, on n'a même pas le temps, il faudrait un podcast de plusieurs heures pour décrire à quel point chacune de ces mesures a des répercussions vraiment sur une société qui fonctionne bien, en fait. Peut-être de façon, pour en revenir typiquement sur les questions, sportives, en fait, on a quand même une tendance à avoir eu des politiques de curatif, sur la santé en France de façon générale, quel que soit l'échelon de décision, Ah oui, ça, du c'est le moins qu'on puisse national, du dire. voilà. Oui. Et en fait, Mais la question même au du niveau sport, des études, des études de oui, médecine. tout à fait. Ouais. C'est vraiment une Et donc en fait, approche. c'est ça. C'est ça, en santé publique, c'est ce qu'on appelle l'approche One Health, c'est-à-dire développer des conditions de vie qui permettent d'être en bonne santé et qu'en fait, heu, bah, par plusieurs études, il est montré que la santé, elle est impactée, par, des conditions de vie qui sont, individuelles, mais aussi, matérielles et qui ne dépendent pas que de nous. Et donc notamment rendre effectif les 3 heures de PS, c'est cette question de prévention, dans le système scolaire. C'est une question de prévention parce que c'est aussi une habitude de vie. C'est ça. C'est-à-dire que quand un enfant, il va faire, 3 heures de sport, en effet, à l'école, il va prendre l'habitude de faire ces 3 heures de sport et quand il va l'avoir de ses, 3 ans à ses 16 ans, si on est sur une obligation, légale d'aller à l'école, donc quand il va faire du sport pendant 13 ans de façon régulière, heu, même si c'est dans un cadre scolaire, le jour où ça s'arrête, donc souvent quand il rentre en études, supérieures, il y a un sentiment de manque qui se crée et donc c'est plus facile d'y revenir. Hem Et surtout qu'on est sur des âges, alors notamment l'adolescence, c'est des âges où on a tendance à décrocher de la pratique sportive en dehors du cadre scolaire. Et donc si on n'a pas une politique qui crante et en
tout cas qui rend effectif le fait que dès petit, on habitue le citoyenne à faire du sport, à faire de l'activité physique, à se déplacer, mais c'est aussi une question de changement d'habitude de mobilité. Favoriser la marche quand on a 10 minutes à faire à pied plutôt que de prendre la voiture ou se déplacer à vélo. En fait, tout ça, ça s'inscrit dans une politique de prévention qui est plus large et qui dépend certes de nous, mais dépend aussi de l'organisation de la société pour faire en sorte que cette activité physique et sportive, elle ait une place importante. Et je le disais au tout début, mais on a tendance à oublier cet enjeu quand on est sur des scrutins, quand on est sur des scrutins de participation électorale, enfin Oui, quand on est sur oui. des élections. Et là encore, c'est vraiment aussi à tous les âges, en fait, dans les écoles, mais aussi avec le travail de bureau, avec aujourd'hui toute cette sédentarité, on voit bien toutes les conséquences du manque d'activité physique sur la santé. Et puis, pour aller jusqu'aux plus anciens, dans les maisons de retraite et les EHPAD, c'est vrai que la pratique d'un sport, même une gym très douce, des tout petits exercices, c'est non seulement aussi maintenir une activité physique qui aide à garder une santé plus ou moins, mais en tout cas maintenir un petit peu d'équilibre. Et puis c'est aussi ces activités-là, quand elles sont soutenues, ça permet aussi la sociabilité, parce que ce sont des moments où les personnes peuvent être ensemble et pas dans leur chambre ou devant la télé, qui permettent moins. Sont des moments qui permettent plus, justement, de vie sociale. Et on voit bien avec le développement des écrans à quel point on perd quand la vie sociale recule, la vie sociale entre nous, quoi. Mais du coup, c'est un peu l'idée aussi de la démarche qu'on a eue peut-être dans la façon dont on a construit les 14 engagements. C'est que ce que disait Maëva, mais quand elle a introduit son propos, c'est souvent le sport est un peu oublié. Oui. Moi, quand j'ai présenté notre engagement culture, c'est aussi une chose que j'ai dit. En fait, il y a des pans de politique publique qui sont facilement oubliés des enjeux. Et donc, c'était notre idée. Si on porte 14 exigences, c'est parce qu'on a essayé en fait de mettre en avant dans le débat public qu'en fait tous ces sujets-là puissent être quand même abordés. Les 14 exigences phares, elles ciblent des engagements qui sont précis et concrets, parce que l'idée c'est que les élus locaux ils puissent les mettre en application dès à présent. Enfin, c'est souvent des choses qui sont déjà dans la loi, etc. Donc c'est vraiment des choses qui peuvent être mises en application dès à présent. Donc là, par exemple sur santé, sur sport, on cible plutôt l'enfance. Enfin, mais en fait. Notre idée, c'est, on a choisi les enjeux qui nous semblaient les plus immédiats et les plus importants à mettre en avant, phares, pour faire signer les candidats. Mais on parle de 14 thématiques pour essayer d'oublier aucun de ces enjeux-là, montrer leur globalité, leur transversalité. Et en fait, si vous allez sur notre plateforme en ligne, vous avez les exigences phares, mais vous pouvez aussi aller plus loin. Et pour chacune de ces thématiques, en fait, on propose un panel d'autres engagements qu'on n'a pas pu mettre plus en avant là dans la campagne, mais qui nous semble important et qui, pour nous, il ne fallait pas oublier. Parfois, c'est aussi des engagements qui demandent des moyens financiers plus importants que ce qu'il y a en ce moment, etc. Donc, c'est vraiment plus du plaidoyer. Mais voilà, c'était notre idée en tout cas, et c'est comme ça qu'on a construit aussi notre campagne. D'accord. Alors, on approche de la fin. L'engagement numéro 12, pour une municipalité transparente et intègre. On sent anticorps derrière, là, non? En tout cas, on a travaillé avec eux sur le sujet. L'idée de cet engagement, c'est de dire qu'en fait, comme on est sur la question du service public où les usagers et usagères, ils ont un droit d'avoir un regard sur ce qui s'y passe, de notamment la façon dont sont prises les décisions. En fait, c'est un peu ce qu'on disait au tout début quand on a présenté et le collectif et la campagne, c'est cet enjeu de rendre accessible ce qui se passe dans notre quotidien. Et donc l'engagement phare qu'on porte sur cette question-là, c'est en fait la publication des critères d'attribution des aides et subventions de la commune. Les collectivités territoriales, notamment les communes, elles ont un panel d'aides, que ce soit de l'aide à des associations, que ce soit de l'aide sociale, que ce soit de l'attribution de logements. Voilà, elles ont un panel d'aides ou de financement ou de subventions qu'elles attribuent à des bénéficiaires, quels qu'ils soient, que ce soit des personnes physiques comme toi et moi ou des associations ou d'autres structures. Ou parfois, en fait, les critères et sur comment est-ce que le montant est décidé et comment est-ce qu'est décidé qui en sera bénéficiaire sont parfois très opaques. Ou alors soit c'est très opaque, soit
on peut avoir ce truc de dire, «Oui, mais c'est accessible sur le site internet, dans, les délibérations du conseil municipal». Je mets quiconque à défi d'aller chercher des décisions de conseils municipaux. Enfin franchement, c'est souvent dans des endroits assez obscurs, ou alors, il faut se visionner, 1 heure et demie de Ah de oui, conseil municipal, au milieu ah du oui, débat ça pour donne envie. trouver le point qui voilà. Donc il y a une question de publication, de transparence, d'accessibilité de l'information, et du coup, c'est aussi un enjeu très sociétal que de dire: «Qu'est-ce qui fait que mon maire ou ma mère décide d'attribuer, un tel montant à telle association? Pour quelle plus-value? Pour, enfin, voilà, comment est-ce que cette décision est prise?» Ok, donc l'engagement numéro 13 pour une commune où toutes et tous se sentent protégés. Former l'ensemble des élus et agents, agentes, à l'accueil des personnes pouvant subir des discriminations. Là, on est sur un enjeu d'égalité et aussi d'accessibilité aux services, publics. En fait, la lutte contre les discriminations, c'est quand même des politiques qui sont très transverses. On peut difficilement penser un service public, sans penser son accessibilité et son égalité, donc sa lutte contre les discriminations. Hem Et du coup, donc depuis 2019, donc avec la loi de transformation de la fonction publique, les structures, enfin les établissements publics, les collectivités ont des obligations de mettre en place des plans d'action égalité pour favoriser, notamment l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc il y a des volets, sur, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais aussi des actions qui doivent être mises en place, pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, et dans ces plans d'égalité, il doit y avoir des actions de formation. Et un des enjeux, qu'on a porté à travers, enfin qu'on porte en fait à travers cet engagement, c'est de dire que à la fois on doit former en interne des collectivités territoriales, les services qui sont amenés à mettre en œuvre les politiques publiques, mais aussi les élus. Parce qu'en réalité, quand une décision de mise en œuvre d'une politique publique va se prendre, elle va se prendre après, discussion entre les élus de quelle est leur vision qu'ils portent de leur collectivité territoriale sur, un certain nombre de thématiques. Et s'ils ne sont pas sensibilisés, ils vont être amenés à reproduire des biais sociaux et des biais de société, qui vont reposer sur des stéréotypes, sur, des préjugés qui sont inhérents, au sexe, à l'origine, au fait d'être en situation de handicap, ou pas. Et donc être formé et être sensibilisé, c'est aussi un moyen, parmi d'autres, d'éviter de reproduire, des systèmes de domination qui sont, inhérents en fait à la construction de notre société malheureusement, mais qu'on a toutes et tous, et si on ne se forme pas, on peut pas les déconstruire et du coup on peut pas avoir une vision inclusive de nos politiques publiques. Exemple typique, quand on décide, par exemple de créer de nouvelles voies enfin par exemple de rénover un centre urbain. Heu, Si on pense des trottoirs, et c'est le cas dans plein de villes, qui sont trop étroits, et ben, en fait, on empêche des femmes avec des poussettes ou des hommes avec des poussettes, en fait, des familles avec des poussettes de passer. On empêche des personnes à mobilité réduite qui pourraient être en béquille ou en fauteuil roulant de passer, et donc on limite la circulation de ces personnes-là. Or, si on est déjà habitué à se dire: en fait, quand je rénove mon centre urbain, je décide d'avoir une politique inclusive. C'est, penser des trottoirs plus larges, c'est mettre des bancs pour, Oui. les personnes, justement qui sont en incapacité physique de faire des longues distances, soit à cause de l'âge, soit à cause d'une condition de santé. Et donc en fait, c'est tout ça que de former les élus et aussi les agents, alors notamment en contact des usagers et des usagères, mais de limiter, en tout cas de mettre en place des politiques de prévention, de réalisation de ces discriminations éventuelles. Très bien. Donc l'engagement numéro 14 pour des collectivités employeuses qui font confiance à leurs agentes et agents. Ça sent le vécu là, je pense. Oui, en fait, c'est aussi, on a voulu cibler, en fait, un peu remettre en cause un réflexe qui s'est un peu pris, depuis, la fin des années 90, années 2000, hein, dans la façon dont on pense les politiques publiques et on pense l'organisation, en fait, des services publics, Oui. qui est le recours à l'externalisation, donc en fait à des services, extérieurs, dans le cadre,
dans le cadre de déploiement de politiques publiques. Et donc, souvent, c'est autour d'un enjeu. Enfin, l'argument qui est utilisé, c'est de dire que c'est un peu les critiques autour du millefeuille administratif. Il y a trop d'agents, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Et puis, finalement, en fait, le public, c'est pas assez efficient, c'est pas assez efficace, etc. Et du coup, mieux vaut faire appel aux privés qui, là, eux, seront plus efficaces, etc. Sauf que en réalité, dans la pratique, c'est pas forcément vrai parce qu'en fait, à la fois les acteurs privés, enfin du coup, ça passe par des appels à marché, etc., avec une mise en concurrence et donc après des prestataires, donc des entreprises privées. En fait, ça c'est pas forcément moins cher, voire en fait il y a une perte en qualité et en efficience parce que du coup c'est pas des personnes qui sont en fait il y a une perte d'information, il y a une multiplicité des interlocuteurs et il y a une perte en fait de compétences parce que c'est pas la même chose si vous confiez l'entretien de votre voirie à une entreprise privée dont le siège social peut être basé par ailleurs dans un autre département que si c'est géré par vos propres agents publics qui ont une connaissance du terrain d'ailleurs. Qui ont une connaissance du terrain, qui ont une connaissance de la population, qui ont une connaissance aussi des normes administratives de la fonction publique territoriale et des réalités. Et donc voilà, c'est à la fois effectivement quelque chose qui par ailleurs en tant qu'agent public peut être mal vécu, que en fait en permanence on préfère faire appel à des boîtes privées plutôt que faire confiance à notre propre expertise en tant qu'agent, mais c'est aussi parce que souvent les agents publics locaux des mairies en plus ils vivent dans la commune, etc. Donc en fait ils ont vraiment une connaissance beaucoup plus fine de leur territoire et des règles administratives autour, et aussi parce que en fait il y a des compétences et de l'expertise au sein des collectivités et que c'est moins cher en réalité sur du long terme de faire appel à ses compétences et à son expertise propre que en permanence déléguer à des entreprises privées. Alors, on a fait le tour des 14 engagements. Sur les modes d'action proposés, donc vous mettez à disposition du public un site internet de cette campagne, avec des outils pour agir au quotidien et s'engager sur le terrain pour faire vivre des services publics, je cite, qui préservent les libertés et l'égalité d'accès aux droits, qui s'engagent pour l'écologie et qui respectent et améliorent la démocratie locale. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce site internet avant que l'on se quitte, c'est-à-dire maintenant, concrètement, toutes les personnes qui nous écoutent, si elles ont envie de s'engager et de rejoindre cette campagne et de s'en emparer, de la mettre en pratique, qu'est-ce qui est proposé sur le site internet? Qu'est-ce que vous mettez à leur disposition pour qu'ils se sentent à l'aise avec ça et qu'ils puissent assez rapidement, parce qu'on est un peu limité dans le temps, vu qu'il reste un mois devant nous. Voilà, qu'est-ce qui est possible? Ce qu'on met à disposition, il y a déjà des fiches pratiques pour organiser des choses collectives. En fait, ce qui est intéressant dans ce qu'on va proposer, c'est à la fois, il y a des choses qui vont relever de l'individu et donc on va pouvoir faire à sa propre échelle, seul, si on le souhaite, mais aussi des choses qu'on peut organiser collectivement. Donc il y a des fiches pratiques pour organiser des actions, des cafés-débats, pour aller distribuer aussi des cafés croissants, des comparateurs de programmes, des autocollants, des débats entre les candidats et les candidates. Typiquement, le comparateur de programme, c'est aussi quelque chose qui peut être utilisé individuellement quand on sera face aux professions de foi que nous recevrons, qu'on devrait tous et toutes recevoir dans nos boîtes aux lettres à un moment donné. On met aussi à disposition donc des autocollants et des affiches pour je vais avoir l'ambition de le dire, mais envahir l'espace public, de dire en fait les services publics, ça nous concerne toutes et tous, et donc on a sorti une succession d'affiches et d'autocollants qui déclinent en fait nos exigences pour le service public et qui peuvent s'afficher sur les espaces publics pour que ça soit visible et que voilà, on envahisse. Et ensuite, on a toute une campagne d'interpellation via les réseaux sociaux ou via mail d'interpellation des candidats et des candidates via leurs réseaux sociaux ou via mail, où là, tout un chacun qui le souhaite peut interpeller sur les réseaux sociaux ou par mail ses candidats, candidates vis-à-vis de ses exigences. Et pour préciser, on propose des mails types et des messages types qu'il suffit de reprendre en copier-coller pour interpeller ces candidats, candidates. Et donc ça, c'est accessible sur le site. Ok. Bon, de toute façon, je vais donc mettre les deux liens du site nosservicespublics.fr et puis municipal-2026.nosservicespublics.fr
Comme ça, dans le descriptif du podcast, les auditrices et auditeurs pourront cliquer directement pour accéder et vous rejoindre. Voilà. Et juste en complément sur la plateforme, mais je disais tout à l'heure aussi, en plus de tous ces outils qu'a présenté Maëva, vous retrouvez du coup les 14 exigences et tout un panel de ressources et de propositions pour aller plus loin et avoir une vision vraiment complète de ce qui est possible de faire au niveau local sur les 14 thématiques qu'on a ciblées par nos futurs élus. Voilà. Et c'est aussi pour ça que, bien que le temps soit assez court entre le moment où on fait ce podcast et les échéances municipales, mais je pense que cette plateforme... Ah oui, alors déjà, la plateforme, elle va rester en ligne ou elle va être retirée après les élections ? On n'en a pas encore vraiment réfléchi, mais on pense pas... Enfin, elle va sûrement rester en ligne. Oui. Oui, j'espère qu'elle va rester en ligne parce qu'en fait, c'est vraiment une bonne base, je trouve, pour développer, décliner par la suite. Et même une fois les élections passées, les personnes qui ont envie de se battre pour nos services publics pourraient du coup continuer à accéder et à s'emparer de ces différentes problématiques avec des idées, des pistes justement pour... faire évoluer tout ça vers du mieux, puisque je pense que c'est ce qui nous réunit, c'est cette envie de défendre nos services publics, puisque bon, on voit quelquefois lorsqu'on voyage dans d'autres endroits du monde, on voit à quel point on est privilégié en France, à quel point on devrait avoir de la reconnaissance pour ces services publics qui ne sont pas arrivés par hasard. Des gens se sont battus pour qu'ils existent et pour que l'on puisse en bénéficier. Et aujourd'hui, on voit du recul dans plusieurs domaines, dans quasiment tous les domaines d'ailleurs de ces 14 engagements. Donc c'est important de se mobiliser, de les défendre pour qu'ils puissent continuer à exister, que l'on cesse de régresser au niveau de tous ces droits, parce que ce sont nos droits. Et donc, j'imagine que vous avez votre engagement ne s'arrête pas dans le collectif Nos services publics aux échéances municipales et que vous allez prolonger ensuite. Est-ce que vous avez déjà des idées sur le prochain printemps des services publics, puisque j'imagine que c'est la prochaine échéance pour vous après les municipales ? On est en pleine réflexion actuellement. Qui va être un peu percuté par... Les présidentielles. En fait, on est en pleine réflexion actuellement, effectivement, sur le calendrier de l'année prochaine, puisqu'il va y avoir les présidentielles. Et en fait, on est un peu... on réfléchit vis-à-vis de notre activité. Il y a notre prochaine échéance post-municipale, ça va être... à l'automne prochain, on va sortir une grande enquête sur la hiérarchie et le management au sein des services publics. On a plus de 20 000 agents publics qui nous ont répondu de toute la France sur notre enquête. Et donc, on est en train de travailler en ce moment à rédiger du coup un peu cette enquête et ses conclusions, mais avec une réflexion en vue des présidentielles 2027 sur quand même... Qu'est-ce qu'un agent public ? Quel est son rôle et ses capacités de pouvoir d'agir et son rapport à l'obéissance actuellement, comme c'est pensé. Et donc, on sortira sûrement plutôt en janvier 2027 un manifeste autour des agents publics conscients. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Une réflexion sur est-ce qu'un agent public, il est juste là pour obéir, ou est-ce qu'un agent public, c'est un agent aussi, un acteur aussi politique qui a du pouvoir d'agir et qui peut avoir un rôle, par exemple, de résistance face à par exemple des ordres qui seraient par exemple discriminatoires, quoi. D'accord, donc pas juste rester en tant qu'exécutant. Ouais, est-ce que c'est juste un exécutant ou est-ce que c'est aussi un citoyen, l'agent public ? Donc ça, c'est un peu... donc on a ça, on va sortir notre prochaine édition du rapport sur l'état des services publics où on va quand même aussi essayer de repenser. En fait, notre rapport sur l'état des services publics, il montre que les besoins ont évolué plus rapidement que les moyens au niveau du financement des services publics, au niveau de l'État. Et donc on va... en vue aussi des présidentielles 2027, approfondir encore cette question. Et donc, ça fait que, donc en fait, on est en train de réfléchir un peu à une séquence autour de la résistance, autour du refinancement des services publics, qui amènerait du coup potentiellement avant les présidentielles, un événement de printemps des services publics autour de un peu de ces questions-là.
d'interpellation, mais on est vraiment, enfin voilà, c'est un peu des prémices de réflexion qu'on a et qu'il faut qu'on discute collectivement et qu'on discute aussi avec nos partenaires, parce que le but c'est que s'il y a un printemps qui arrive avant les présidentielles et ou pendant les législatives l'année prochaine, pour aussi interpeller sur les services publics, que ça soit fait à travers une coalition qui soit toujours plus large. Notre coalition, il y a 5 organisations de plus que le printemps 2025 qui ont rejoint la campagne des municipales, et le but c'est qu'on continue chaque année à grandir. D'accord. Et il va y avoir un printemps cette année, en 2026, ou du coup, ça passe à 2027 ? Non, du coup, on a vu la période des municipales qui est assez intense. On s'est dit qu'il n'y aurait pas forcément d'énergie. En fait, à la fois nos partenaires de la coalition et nous-mêmes, on n'aurait pas forcément l'énergie, et que du coup, on n'allait pas forcément faire un printemps comme l'année dernière, qui avait quand même duré 3 mois et qui était plus d'une 40aine d'initiatives sur toute la France. Oui, c'est énorme. Ouais. Oui, vaut mieux pas trop se disperser. C'est ça. Donc c'est pour ça que du coup, voilà, on est plutôt en train d'essayer de pas se disperser et réfléchir à quelle sera notre intervention sur l'année à venir, avec en vue les présidentielles 2027. Oui. Très bien. Mais j'espère que nous aurons donné à nos auditrices et auditeurs vraiment l'envie de participer à cette campagne et de vous rejoindre, de soutenir, de s'unir, parce qu'on comprend bien que c'est aussi, ça concerne des questions cruciales telles que quelle société voulons-nous construire, et c'est vraiment dans ce type de mobilisation que l'on peut agir. Je voulais aussi signaler que, parce que moi je relaie assez souvent sur les réseaux sociaux vos publications, peut-être je vous laisse rappeler sur quels réseaux sociaux nos auditrices et auditeurs peuvent vous suivre. On est sur Instagram, sur LinkedIn, sur Blue Sky et sur Mastodon. On a aussi un canal d'info Telegram et une chaîne YouTube. Très bien, un grand merci donc Margot Aldebert et Maëva Tisserand de nous avoir aidés à entrer dans toutes ces réflexions et surtout de s'engager dans les actions qui suivent les réflexions. Je vous souhaite vraiment une belle campagne, suite de campagne. Elle a été lancée fin janvier, je crois. Le 29 janvier à Lille. Voilà, avec beaucoup d'ONG, de collectifs. J'ai regardé un petit peu la vidéo, j'ai vu qu'il y avait Cécile Duflot d'Oxfam. Il y avait Oxfam et a l'air aussi très engagé dans cette campagne. Tout à fait. Ils font partie de la coalition Oxfam, Médecins du Monde, la LDH, le Syndeac, Solidaire. Oui. Voilà, et c'est intéressant aussi parce que justement ce sont des acteurs qui sont vraiment sur le terrain et qui ont pu construire des engagements qui jouent vraiment sur les mécanismes qui permettent d'améliorer des problématiques qui nous concernent tous. Et on a besoin quelquefois que ça soit vraiment porté par des gens qui sont et sur le terrain et compétents et qui ont les capacités d'analyse et de réflexion des petits endroits où ça coince et où il faut créer un peu de toutes les mises en mouvement qui sont nécessaires pour améliorer les choses. Ça demande toujours des compétences variées, du plaidoyer, de l'action. Et tout ça, je pense que c'est assez bien défini dans cette campagne donc intitulée « Pour les services locaux ». Voilà, un grand merci à vous deux. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne continuation, une bonne campagne et peut-être à une prochaine fois. Avec plaisir. Et merci beaucoup. Chères auditrices et chers auditeurs, si ce podcast vous a plu, si vous êtes sensible à l'importance des sujets abordés ici, merci de soutenir mon travail. Je réalise toute seule le site et le podcast de So Sweet Planet, un média complètement indépendant, sans publicité. Vous pouvez me manifester votre soutien sur DonorBox, c'est très simple, et aussi sur Patreon et PayPal. Cliquez sur le lien dans le texte du podcast, je compte sur vous.